L'actualité complète, juste et sans patience est sur MTV+. Bonsoir à tous et bienvenue. Voici les titres à la une de ce journal. En Côte d'Ivoire, 17 000 femmes formées au leadership dans la commune d'Abobo. Cette formation massive est l'œuvre du compendium des compétences féminines en Côte d'Ivoire. Sur le continent africain, le déficit de financement pour le commerce intra-africain est estimé à 110 milliards de dollars américains. Et puis la communauté internationale en quête d'un cessez-le-feu à Gaza. Les États-Unis d'Amérique ont déposé un projet de résolution de conflit sur la table du Conseil de sécurité. Bienvenue à tous et merci de votre fidélité. Commençons ce journal tout de suite par l'actualité en Côte d'Ivoire. Je vous le disais en titre, 17 000 femmes formées en l'espace de 13 années en Côte d'Ivoire. L'initiative est signée du compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire qui œuvre ainsi tous les ans à la faveur de la célébration officielle de la Journée internationale des droits de la femme. Direction Abobo pour le compte-rendu. En marge de la célébration de la Journée internationale du droit de la femme qui a lieu chaque 8 mars, les femmes de la commune d'Abobo en Côte d'Ivoire sont formées au leadership. L'activité tenue le 20 mars 2024 est une initiative du compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire qui œuvre depuis 13 ans pour la promotion de la participation des femmes aux fonctions administratives et électives. On a décidé d'aller vers les femmes, celles qui ne sont pas encore inscrites, parce que nous sommes à 17 000 femmes et il y a au moins 15 millions de femmes en Côte d'Ivoire. Et donc on a décidé d'aller vers les femmes pour que les dernières qui ne sont pas inscrites puissent s'inscrire. Ensuite, leur présenter des domaines de leadership qu'on a développés qui a permis à certaines femmes d'occuper les postes de haut niveau. Et donc, il faut qu'elles sachent tous ces secrets-là pour qu'elles aussi puissent aller au poste de décision. En Côte d'Ivoire, plus de 17 000 femmes sont membres du COCOFSI, dont les ministres Kandia Camara, Jeanne Peumont et Efrazi Yao, qui ont bénéficié de l'encadrement de ce programme. Élu meilleur programme africain de valorisation des compétences féminines par le PNUD, ce programme initié par le président Alassane Ouattara répond à ce jour aux besoins du développement des compétences personnelles des femmes au sein de la société. Le président a demandé qu'on rehausse le rôle des femmes dans la gestion des affaires publiques et privées, mais qu'on valorise aussi les compétences personnelles. Moi, je pense que c'est ça qui est plus important. Quand tu sais ta compétence, tu sais ce que tu as fait, on dit le vent est favorable à celui qui sait où il va. Et c'est ce qu'on est venu faire avec les femmes. À l'instar de la communauté internationale, la Côte d'Ivoire s'est engagée à lutter contre les inégalités entre les sexes. Selon une étude du Programme des Nations Unies pour le développement, les femmes ivoiriennes ont amélioré leur statut social et économique ces 10 dernières années. On note au Parlement ivoirien 12% des sièges occupés par les femmes contre 6% en 2015. Après la Côte d'Ivoire, direction le continent africain pour parler économie tout de suite. Il faudra la bagatelle de 110 milliards de dollars américains pour financer le commerce intra-africain. L'information a été rendue publique à l'occasion de l'ouverture officielle des bureaux de la FEDA. C'était à Kigali, capitale du Rwanda. On en sait plus dans ce résumé. Des pas de danse traditionnels représentant la force et le pouvoir, couplés de douceur et de grâce, le tout dans une parfaite coordination et une grande créativité, voici selon les autorités rwandaises certaines valeurs qui attirent les investisseurs par milliers au pays des 1000 collines. Des partenaires comme le Fonds pour le développement des exportations en Afrique FEDA qui vient d'inaugurer ses bureaux dans la capitale rwandaise. Rwanda is pleased to host the Fund for Export Development in Africa. Le Rwanda est heureux d'accueillir le Fonds pour le développement des exportations en Afrique et s'engage à devenir un partenaire fiable pour la croissance économique du continent et la promotion du commerce intra-africain. Actuellement, les exportations intra-africaines représentent environ 17% du total des exportations du continent. Cette part est faible par rapport à celle d'autres continents. Une réalité qui indique que nos biens et services circulent plus facilement vers d'autres continents, laissant des opportunités inexploitées sur notre continent. Le FEDA a été créé pour relever plusieurs défis liés au développement des exportations en Afrique. Le fonds devra notamment combler le déficit de financement de 110 milliards de dollars en fonds propres pour le commerce intra-africain, le développement des exportations à valeur ajoutée et les chaînes de valeur de l'industrialisation sur le continent.
Chez FEDA, nous proposons des instruments de fonds propres et ceux qui y sont liés, conçus pour financer des entreprises à tous les stades de leur développement, des start-up aux entreprises matures. Nos investissements couvrent également des secteurs critiques tels que les télécommunications, l'énergie, l'agro-industrie, l'industrie manufacturière, les parcs industriels, etc. Grâce aux investissements que nous avons réalisés comme Arise par exemple, nous sommes en train de façonner activement l'avenir de l'industrialisation avec des zones économiques spéciales telles que celle de Bugesera, qui est bien avancée ici au Rwanda. Afreximbank a actuellement doté le FEDA de 770 millions de dollars à déployer dans des opportunités qui promeuvent le commerce intra-africain et le développement des exportations à valeur ajoutée. Kigali abrite également une autre institution d'Afreximbank et du secrétariat de la ZLECAf liée à la promotion du commerce en Afrique, le fonds d'ajustement de la zone de libre-échange continentale africaine d'une valeur d'1 milliard de dollars. Toujours dans l'actualité africaine, on s'intéresse à présent à la coopération entre le Maroc et la Libye dans le domaine de la formation professionnelle. Ces deux pays viennent de signer un mémorandum d'entente pour une meilleure collaboration en ce qui concerne la formation de la jeunesse. L'Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail marocain et le ministère libyen de l'enseignement technique et professionnel ont signé le 19 mars à Tamesna, au Maroc, un mémorandum d'entente pour le renforcement de la coopération bilatérale. À travers ce mémorandum, l'OFPPT procédera à la réalisation de missions d'audit du dispositif de la formation professionnelle libyen en vue d'élaborer un plan d'action commun visant à développer l'ingénierie de la formation, le perfectionnement des formateurs et le renforcement des compétences techniques dans les domaines prioritaires du pays. C'est une académie qui a permis jusqu'à date d'aujourd'hui de former plus de 750 bénéficiaires. En vertu de ce protocole d'accord, l'Office accueillera 20 jeunes stagiaires libyens en formation initiale au sein de ces établissements à partir de la rentrée 2024-2025 et ce, dans les niveaux et spécialités qui seront définis par le dit protocole. D'après l'OFPPT, la convention signée permettra non seulement de redynamiser l'axe de coopération, activité depuis une dizaine d'années concernant l'accueil de stagiaires en formation à raison d'une vingtaine ou trentaine par an, mais permettra aussi d'élargir le spectre de partenariat entre la Libye et le Maroc. L'année 2023-2024 promet une formation de qualité ayant bénéficié des résultats des projets stratégiques lancés dans le cadre de la nouvelle feuille de route et de ceux des chantiers d'amélioration et de développement amorcés par l'OFPPT pendant ces 5 dernières années. Elle va se distinguer notamment, je parle de l'année de formation, d'abord par une extension importante de l'offre. Soulignant que l'Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail marocain avait déjà accueilli une délégation libyenne en décembre 2022 en partenariat avec la BID. Un total de 30 stagiaires libyens ont été formés par l'OFPPT durant la période 2006-2019. L'intérêt de la Libye pour le Maroc démontre la qualité du système de formation professionnelle du Royaume. Pour 2023-2024, le Maroc compte globalement plus de 600 000 stagiaires en formation et plus de 23 870 formateurs selon les données du ministère de l'Inclusion économique, de la petite entreprise, de l'emploi et des compétences. En Afrique du Sud, l'or bleu est rare dans les robinets dans la ville de Johannesburg, conséquence immédiate d'une canicule qui frappe cette sympathique ville sud-africaine depuis plusieurs semaines. Les populations cherchent désespérément de l'eau dans leurs robinets. Des habitants de Johannesburg en Afrique du Sud doivent désormais faire la queue devant des camions-citernes pour s'approvisionner en eau. Le système de distribution de l'or bleu de la ville bat de l'aile, faute d'entretien, il est dans un état vétuste alors que les fortes chaleurs ont fait fondre ses réservoirs. Jusqu'à présent, nous n'avons pas reçu de rapport concret ni de statut concret nous indiquant quand l'eau sera rétablie. Et tant que nous serons bloqués, cela affectera aussi notre communauté. Nous avons demandé à Johannesburg Water au moins de nous donner et de nous fournir les réservoirs d'eau qui, si vous les regardez de manière calculée et géographiquement, vous réaliserez qu'ils ne sont même pas suffisants. Les populations sont invitées à réduire leur consommation. Autrement, les réservoirs passeront sous la barre des 10% de leur capacité.
La crise de l'or bleu à Johannesburg touche environ 6 millions de personnes. C'est un véritable défi, une période très difficile pour mon âge que de devoir être ici à porter ces seaux de 20 litres. Et plus triste, nous ne savons pas quand nos robinets cesseront d'être à sec. L'alternative reste l'achat du précieux liquide. Une bouteille d'eau de 5 litres se vend plus d'$1, pas à la portée de toutes les bourses, dans un pays où plus de 32% de la population est au chômage. Au chapitre international de cette édition, nous nous intéressons aux déchets électroniques. Ces déchets sont-ils suffisamment recyclés? Non, répond l'ONU, qui estime que l'ensemble des pays du monde ne sont pas assez impliqués dans le processus de recyclage de ces déchets. La décharge de Dandora est le principal endroit où les déchets collectés sont jetés à Nairobi, la capitale du Kenya. Chaque jour, des dizaines de personnes se rendent ici pour traiter ces 2000 tonnes d'ordures. Elles cherchent des matériaux recyclables à vendre pour subvenir à leurs besoins. Mais l'activité n'est pas sans conséquences pour leur santé. Lorsque les déchets électroniques arrivent ici, ils contiennent de la poudre qui affecte ma santé. En effet, lorsqu'ils sont brûlés, ils libèrent des gaz qui, une fois dans le corps, m'empêchent de travailler en raison des problèmes au niveau de la poitrine. Mais nous n'avons pas vraiment de choix. Certaines personnes sont en très mauvaise santé comme moi, mais nous sommes habitués à la fumée, car si vous n'allez pas travailler, vous ne mangerez pas. Si les déchets électroniques ne peuvent plus être jetés ici, nous serons affectés. Nous serons privés de notre source de revenus. Ils doivent trouver une autre solution. Mais il est hors de question d'interdire aux gens de jeter les déchets électroniques ici. Ce centre s'est lancé dans la gestion des déchets électroniques dans le pays. Il a déjà traité environ 10 000 tonnes. Nous utilisons les principes de l'économie circulaire, réparation, remise à neuf, recyclage, réutilisation pour gérer ces déchets et nous assurer qu'ils ne finissent pas dans l'environnement, car nous savons que les déchets électroniques ont des conséquences dangereuses. Cette industrie se développe rapidement. L'usine dispose de points de collecte dans tout le Kenya où les gens peuvent déposer leurs vieux appareils électroniques. Les déchets électroniques déposés ici sont acheminés vers nos installations. Nous faisons l'inventaire des articles et s'il y a ceux qui contiennent des données, nous les effaçons pour nous assurer qu'elles sont en sécurité. Puis nous venons les vérifier et les tester pour voir s'ils peuvent être réutilisés ou reconvertis. Si ce n'est pas le cas, il est désassemblé. Les plastiques, les métaux, les vis sont conservés dans un endroit et les cartes dans un autre. Selon un rapport des Nations Unies, 62 millions de tonnes de déchets électroniques ont été produites dans le monde en 2022. Je vous le disais en titre, les États-Unis d'Amérique et l'ensemble de la communauté internationale continuent à travailler pour la recherche de la paix dans la bande de Gaza. Un projet de résolution du conflit israélo-palestinien a été déposé sur la table du Conseil de sécurité. Ce projet vise la signature immédiate d'un cessez-le-feu et la libération de tous les prisonniers israéliens détenus par le mouvement palestinien du Hamas. La résolution réclamant un cessez-le-feu immédiat et durable à Gaza, soumise ce vendredi au vote du Conseil de sécurité des Nations Unies. Une résolution déposée par Washington après les blocages de 3 textes à la tonalité proche au cours des derniers mois. Changement de pied donc, pour la Maison-Blanche qui ne soutient plus l'idée d'une opération terrestre israélienne massive contre la ville de Rafah, où se massent plus d'1,5 million de Palestiniens. La priorité est désormais à l'arrêt de l'opération militaire et à des négociations Israël-Hamas pour la libération des otages. A major military operation in Rafah would be a mistake, something we don't support, and it's also not necessary to deal with Hamas, which is necessary. We're going to have an opportunity next week to share in detail that view with our Israeli counterparts.
and to lay out our views on how to deal with the problem differently. Selon une évaluation menée sous l'égide de plusieurs agences internationales des Nations Unies comme le Programme alimentaire mondial ou l'UNICEF, 70% de la population de Gaza souffre de la faim. Malgré la catastrophe humanitaire, la prise de distance de Washington et les dissensions au sein de l'armée et du gouvernement israélien, le Premier ministre Benjamin Netanyahou s'obstine et continue d'affirmer qu'il y aura bien une offensive sur Rafah. Et voilà, ce sera tout pour cette édition. Ça a été un plaisir de nous inviter chez vous grâce à la magie de la télévision. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné ce soir avec en pole position l'immense Georges Tano. Merci à vous également de votre aimable fidélité. Je vous retrouve dès lundi pour de nouvelles informations. D'ici là, prenez bien soin de vous et restez en notre compagnie sur Miracle TV+. Vous le savez, c'est la télé qui transforme.